Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Et c'est parti pour la 116e émission de Et si on parlait de sport. Cette semaine encore, l'actualité sportive est en ébullition. La Coupe du Monde de rugby féminine bat son plein en Angleterre. Et le 15 de France a croisé le fer avec l'Italie. Ici, le sport, c'est plus qu'un résultat. C'est du cœur, de la sueur et du talent. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous et à toute notre équipe qui, semaine après semaine, vit le sport avec la même énergie que vous. Coup d'envoi, première action, et si on parlait de sport? Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, une chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminine avec le débriefing des premiers matchs de la Coupe du Monde et un focus spécial sur la rencontre France-Italie qui s'est jouée à Exeter en Angleterre. Et en première mi-temps, nous partons à la rencontre de Thierry Corbarieux, entrepreneur, conférencier, mais surtout aventurier de l'extrême. Après avoir dompté les épreuves polaires les plus redoutables au monde, il vient de boucler un tour du monde hors norme avec son fils Yann, 7 mois d'efforts à pied, à vélo et à rame, sans assistance pour soutenir l'association KO La Muco, qui lutte contre la mucoviscidose. Un défi sportif, humain et solidaire qui nous entraîne de l'Atlantique aux steppes de Mongolie en passant par les États-Unis et l'Europe de l'Est. Une aventure où se mêlent dépassement de soi, complicité familiale et engagement. Et en deuxième mi-temps, aujourd'hui, on change un peu la donne. Pas de zoom sur une discipline ou un grand événement, mais sur l'association Et si on parlait de sport elle-même, née de l'envie de raconter, de partager le sport autrement. Elle met en lumière des histoires des pratiquants, des bénévoles et des champions avec une énergie communicative. Et pour cette émission spéciale, ce sont les voix fondatrices de cette belle aventure, Claire, Laurent, Mélanie et Sabine, qui prennent le micro ensemble. Ils vont vous dévoiler l'envers du décor, les ambitions à venir et les multiples façons de rejoindre cette communauté de passionnés. Alors installez-vous confortablement et si pour une fois on parlait aussi un peu de nous. Allez, on commence tout de suite par du rugby avec la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminine et nos consultants Daniel Irazu, Amélie Mahé et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin que nous vous proposons dans Et si on parlait de sport. Ça y est, le rideau est levé en Angleterre, la Coupe du Monde de rugby féminine est lancée et quelle entrée en matière, des stades pleins, des ambiances de feu, des essais à l'appel et une équipe de France qui commence par un joli 24-0 contre l'Italie. Pas de bonus offensif mais une défense en béton armé et déjà une belle promesse pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit s'emballer? Est-ce que les Anglaises et Néo-Zélandaises sont déjà trop fortes? Et surtout, jusqu'où peuvent aller nos bleus? Ce sont les questions que l'on va se poser. Pour en débattre, j'accueille nos trois passionnés. Daniel Irazu, ancienne internationale française et aujourd'hui coprésidente du Stade Andayet de rugby. Amélie Mahé, championne de France de Fédéral 2 avec Toulouse Université Club. Et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, qu'on ne présente plus quand il s'agit de rugby. Allez, on se lance. Premier tour, premières impressions. Et déjà une question brûlante. Cette Coupe du Monde, elle démarre fort ou non? Quelles sont vos impressions générales sur cette ouverture de ce premier tour, messieurs, dames? Bonjour à tous. Ben oui, on a des stades pleins, des téléspectateurs qui n'ont jamais été aussi nombreux devant leur télé. 3,2 millions de téléspectateurs devant France-Italie samedi, c'est énorme. Depuis l'extérieur, depuis la maison, ça paraît une ambiance de folie telle que je me dis aujourd'hui que j'ai joué trop tôt. Ça doit être bien plaisant de jouer devant autant de monde et avec une telle ambiance. Alors Daniel, il y avait sur place quelqu'un qui est Amélie qui nous rejoint aujourd'hui. Amélie, toi t'étais sur le terrain, t'as vu sur place. Alors je dis pas que tu joueras la Coupe du Monde, c'est peut-être un peu trop compliqué maintenant, mais quelles sont tes impressions à toi? Ouais, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis en Cornouailles actuellement et on a assisté au match avec Exeter samedi soir. On avait regardé le match déjà des Red Roses à la télé vendredi soir. Et il y avait énormément de monde au stade et les Anglais ont répondu présents pour leur équipe. Et nous, au Sandy Park, il y avait plus de 7000 personnes et énormément de Français. Et je pensais qu'on allait faire match et finalement les Italiens ont aussi répondu présent. Et ça, c'est un peu la grosse surprise. Il y a beaucoup de nations européennes
sont venus en nombre supporter. Alors beaucoup de familles des joueuses, ça s'est vu à la fin des matchs. Mais il y avait grosse ambiance aussi à Exeter samedi soir. Bernard, ton impression vue de loin? Je vais reprendre les propos de notre envoyé spécial qui était sur place. Effectivement, nous, de notre hexagone, on voit qu'il y a un engouement, qu'il y a beaucoup de monde, Daniel l'a dit, et ça augure une très très belle Coupe du Monde. Et avant d'entamer le sportif, ce n'est que plaisir et succès. Justement, tout de suite, la balle est lancée. Panorama des matchs, on a vu des scores fleuves. L'Angleterre 69-7 contre les États-Unis, l'Australie 73-0 contre le Samoa, la Nouvelle-Zélande 54-8 contre l'Espagne. Qu'est-ce que ces résultats, tous les trois, vous disent de l'état du rugby féminin aujourd'hui? Amélie, vas-y. Ouais, faut préciser que la compétition a un nouveau format cette année. Allez, on est passé de 12 à 16 équipes. Ce qui veut dire qu'on aura un quart de finale, ce qu'on n'avait pas avant. D'habitude, c'est les 3 premières qui se qualifient de poule et la meilleure deuxième. Et donc, forcément, avec 4 nouvelles équipes, ça veut dire des nations nouvelles, invitées, qui viennent se défier aux meilleures nations mondiales. Et forcément, les scores parlent d'eux-mêmes. Il y a des gros écarts, mais qui sont à l'image des nations qui sont très en avance sur le début. Bernard, tu voulais ajouter quelque chose? On avait prédit avec Daniel, mais la semaine dernière, on s'était lancé à dire qu'effectivement l'Angleterre, avec la Nouvelle-Zélande, était devant, qu'un outsider, et ça s'avère vu les scores et la qualité des matchs, l'Australie, le Canada et l'Afrique du Sud, qui a renforcé, alourdi et conforté son jeu d'affrontement. Et à côté de ça, ces équipes, pour du développement, c'est intéressant pour que le rugby féminin soit planétaire. Et on voit que pour apprendre, c'est compliqué, compte tenu des scores qui sont fleuves pour beaucoup. Mais les équipes telles le Brésil, l'Espagne, s'accrochent, ont de l'enthousiasme. Et c'est la voie du progrès, mais il faudra effectivement regarder cette compétition et voir que les scores ne soient pas trop amples, parce que en rugby, c'est difficile de prendre beaucoup de points comme ça. Et Daniel, ton point de vue, toi qui étais sur le terrain. J'irai dans le sens de Bernard. Effectivement, on peut déplorer une Coupe du Monde à 2 vitesses, certes, mais ce que le grand public ne prend pas en compte, et c'est normal, c'est que le côté politique et le désir de développement du rugby féminin mondial par World Rugby est le choix d'inviter 16 équipes. Je dirais qu'il faudra du temps pour que certaines équipes montent leur niveau de jeu, mais c'est le rôle de World Rugby que de leur donner la chance de jouer des matchs de haut niveau. Sinon, le rugby féminin mondial ne progressera jamais. Et après, j'ai envie de dire aussi, effectivement, il y a peu de réservoirs, c'est très disparate. Ça risque de discréditer peut-être un peu le rugby de haut niveau féminin, mais on est obligé d'en passer par là, et ces différences sont dues aussi aux différents niveaux économiques des pays et alloués au rugby dans ces pays autres que la France et l'Angleterre. Est-ce qu'on n'est pas un peu passé par là quand même avec les hommes il y a quelques années? Si on se revient en arrière, on a eu des gros scores. D'ailleurs, je me souviens avec des matchs contre le Japon à l'époque, ils prenaient ce qu'on appelle des tôles. Est-ce que c'est pas normal de passer par ce passage-là? En comparaison avec les garçons, où effectivement il subsiste toujours la question du développement. Le rugby, ce sport merveilleux, hyper médiatisé et qui est plaisant à suivre en télé ou en live, on se rend compte que la planète a du mal à accueillir, parce que c'est une culture, que tous les peuples n'adhèrent pas, entre guillemets, à ce sport de combat. On le voit, c'est vraiment ancré dans des zones où le rugby a bien pris. Et le rugby masculin a élargi, mais a des difficultés. Quand on voit toute l'Océanie, l'Amérique du Nord, les pays de l'Est, il reste encore beaucoup de conquêtes. C'est le combat du rugby masculin et féminin qui se joue, et il faut avancer comme ça, inviter l'Amérique du Sud, y mettre les moyens, et c'est très bien que votre rugby aide à ce développement. Alors on va rentrer maintenant dans ce qui nous passionne, nous, parce qu'on aimerait que les Français qui ont été de nombreuses fois dans le dernier carré puissent un jour porter cette fameuse Coupe du Monde. Focus sur ce match des Bleus. France s'est imposée 24-0 contre l'Italie, une défense impressionnante, mais pas de bonus offensif. Qu'est-ce que vous retenez finalement de l'entrée en matière de nos Bleus? Ouais, avec Gabriel Bernier et Lina Kawa à la fin du match, ça a été un gros coup dur au grand âme d'avoir pris ces 40 points. Et l'Italie, devenue une équipe sérieuse, on l'avait vu aussi nation première mi-temps il y a 6 mois.
Et effectivement, en défense intraitable, on prend 0 points, on prend pas le bonus. Et voilà, fallait se rassurer. Et par contre, voilà, on est deuxième de poule aujourd'hui. Il va falloir monter en puissance très rapidement. Je vais m'intercaler entre Daniel et Amélie, si elle me le permettent, effectivement. Nous avions discuté la semaine dernière des vertus et de toutes les valeurs qu'il faudra mettre sur le terrain et dans les esprits, y compris dans notre poule, qui n'est pas la plus difficile, et on s'en félicite. Daniel, rappelons-nous, dans la poule où la France évolue, bon, la victoire est incontestable, le 0 point, c'est bien, mais respectons les équipes. Les Italiennes sans complexe nous ont proposé un rugby d'enthousiasme, un rugby d'engagement, et elles ont la banane et la joie de jouer, donc elles jouent sans complexe et elles apprennent bien. Et effectivement, on a pris une bonne leçon de rugby contre les Anglaises à Mont-de-Marsan. On a certainement ce traumatisme, mais j'ai trouvé une équipe de France qui a eu beaucoup de mal à entrer dans le match, qui effectivement, hormis la puissance du pack et sa bonne mêlée, a été très hésitante par rapport aux éditions précédentes, et on ne va pas incriminer la relève et les jeunes. Et on a eu beaucoup de mal à mettre notre jeu et d'élargir les ballons, et de nourrir nos bolides finisseuses, qui sont arguées et grisées, qui effectivement seront nos saluts dans les prochaines joutes. Donc attention, on a une poule qui est bien présente, et il ne faut pas hésiter dès le prochain match. Il faut vraiment se mettre en confiance et mettre des points et travailler. On a vu la touche effectivement qui est famélique. On a une touche. On n'incrimine pas les joueurs, bien entendu. Il ne faut jamais le faire. Mais bon, en touche, on a été déficitaire face à une nation un peu désordonnée. Donc il y a du boulot, il y a de l'envie, il y a de la défense, il y a de la mêlée. Mais à l'échelon au-dessus, ça va être très compliqué. Mais bon, on les encourage, on les soutient. Il faut qu'elles se décomplexent. Daniel. Moi, j'irai dans le sens de Bernard. Avec tout le respect pour les Italiennes, on parle de défense impressionnante. Je veux dire, sans leur faire injure, ce n'est que l'Italie. Donc, on parle de défense impressionnante, c'est pour moi un peu exagéré. Alors, qu'est-ce que je retiens? Oui, l'essentiel est là parce qu'on a gagné 24-0, que la défense elles n'ont pas marqué. Même si je dirais qu'on n'a pas le point de bonus offensif. Et sur toutes les nations tête de poule, on est les seuls. Du coup, on se retrouve un peu en déficit. Sur les points positifs, effectivement, je mettrais en point 1 la mêlée. La première ligne a fait un très gros match. La défense. Et puis, Johanna Grisès qui a su mettre son profil de sétiste au service de l'équipe. Et Gabi Vernier. Effectivement, les autres n'ont pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer. Je suis restée un peu sur ma fin parce que j'ai trouvé quand même l'entrée en matière un peu poussive. Normalement, devant l'équipe, normalement la plus... Enfin, c'était pas une équipe facile, mais en même temps, c'est pas non plus l'Angleterre, quoi. Donc, beaucoup d'approximations, quand même 70% de possession, de ballon, et on n'a que 24 points marqués, beaucoup de fautes de main. J'en attendais plus de certaines joueuses, leaders devant et aux qualités physiques impressionnantes qui n'ont pas donné satisfaction, je trouve. Un petit peu de trac peut-être, l'appréhension, le premier match, surtout qu'il y avait ce traumatisme avant, il fallait se mettre dedans. Ça joue aussi peut-être. Effectivement, un premier match de Coupe du Monde, il faut se mettre dedans. Le stress, peut-être pas dans le bon sens. Effectivement. Après, et puis il manquait peut-être le capital confiance qu'elles n'ont pas justement eu face aux Anglaises, et qu'elles sont peut-être dit il faut quand même qu'on prenne pas de points et et qu'on gagne, quoi, simplement. Voilà, c'est un peu l'impression aussi de moi-même en tant que candide. Je suis pas à votre niveau, mais ce que j'ai ressenti en tant que spectateur, et ça nous amène à la suite de ce qui va se passer, justement, parce que on doit nous montrer autre chose. Avec ces matchs qui arrivent, je lance sur la question suivante, mais la suite de la compétition, c'est un France-Brésil. Alors c'est pas la teneur d'un France-Brésil football, là c'est autre chose, et on devrait être capable de faire autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Brésil, c'est sa première participation, et on a pu voir quand même que même si elles ont pris 66-6, il me semble, contre l'Afrique du Sud, elles n'ont pas laissé non plus leur part au chien, même si elles n'ont pas les qualités
de tenir tout un match. Mais le France-Brésil, oui, il faudra le prendre très au sérieux. Gaël Mignot, la sélectionneur, et Joanna Grisez ont bien dit qu'il fallait montrer autre chose. On l'a dit qu'il fallait qu'elle monte d'un cran. Amélie l'a dit tout à l'heure. Moi, j'attends qu'elle valide le travail réalisé pendant la préparation et qu'elles ne nous ont pas encore montré. Alors, j'ai pas vraiment peur du résultat, car je pense que le Brésil ne devrait pas trop poser de problème, mais qu'elles prennent du plaisir, qu'elles nous donnent du plaisir, tout en étant sérieuses dans la haute performance. C'est-à-dire que les à côté n'ont pas leur place. La haute performance, c'est l'objectif prioritaire. C'est-à-dire, pour moi, le résultat avec la manière. Maintenant, elles en sont capables et elles ont des qualités pour le montrer. Amélie, ta position par rapport au prochain match, justement. Oui, mais en fait, sur les Brésiliennes, il va falloir confirmer. Et en fait, tout ce qui a été faute de main, ballon perdu, toutes ces petites erreurs qui sont pas du niveau de la France, il va falloir absolument les gommer dimanche. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer Pauline Bourdon-Sansus, qui devrait apporter ce grain de folie qui a peut-être manqué aussi pour le match de samedi, où premier match de Coupe du Monde, après une défaite emblématique contre les Anglaises. Elles avaient aussi peut-être beaucoup de pression samedi, en espérant qu'elles jouent beaucoup plus décomplexées au prochain match, avec une forme de répétition devant, derrière, pour éviter justement qu'on ait des convenus contre l'Afrique du Sud au dernier match de poule. Bernard, ton petit point de vue là-dessus? Ce sont des matchs difficiles à jouer, que ce soit l'Italie, que ce soit le Brésil. Pourquoi? Parce que elles ont des qualités de jeu, d'enthousiasme. Elles ont tendance à désordonner le jeu, ce qui est effectivement et représente leur force. Pour des nations comme les nôtres, qui sont dans un rugby plus pragmatique, plus en zone, plus pragmatique, c'est compliqué, au risque de déjouer un peu. Le Brésil, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et de plaisir malgré le score. Nous parlions de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud m'a beaucoup impressionné. Et ils ont vraiment alourdi au niveau physique devant. Ils restent sur leur schéma de jeu qui est de l'affrontement et de l'engagement. Et les Brésiliennes ont pris la marée, mais elles n'ont pas cessé de jouer. Donc, ce match, pour moi, effectivement, il n'y a pas d'autre possibilité que de rentrer vraiment dans la Coupe du Monde. Là, on n'a plus le choix. Mais il faut absolument effacer Mont-de-Marsan. Il faut oublier les scories de l'Italie. Il faut marquer les esprits par rapport aux adversaires, marquer des points, rentrer dans un rugby pourcentage de réalisme. Il faut des points, parce que je pars sur l'idée de l'Afrique du Sud. Ça va être très compliqué. Devant, c'est monstrueux. Tout ça, c'est monstrueux devant. Monstrueux. Donc, voilà, elles sont au courant. Gaël l'a dit. Maintenant, il n'y a plus à douter, à tergiverser. Il faut absolument mettre toutes les chances. L'entrée, le retour de Pauline Bourdon, effectivement, va nous amener une éjection des ballons beaucoup plus rapide, une incertitude qu'elle crée parce qu'elle est spontanée, et donc une méfiance, une défiance par rapport à l'adversaire, sans manquer de respect à Mademoiselle Chambon, qui a fait un match intéressant. Pauline va nous amener cette grinta, cette folie, et elle va mettre en avant la machine. Et on peut leur faire confiance. Daniel, un petit dernier mot. Alors, pour la suite, bien évidemment que je souhaite le meilleur, d'aller le plus loin possible à nos petites bleues. Et il est vrai qu'en ne prenant point le point de bonus offensif, on ne s'est pas facilité la tâche. Il va falloir marquer, comme dit Bernard, il va falloir scorer pour passer devant l'Italie, parce qu'il va falloir passer devant au goal average pour ne pas rencontrer la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Mais bon, on devrait sortir normalement première et ça nous ouvrirait plus facilement les portes des demi. Oui. Voilà, je leur fais confiance, elles ont du cœur, elles ont des qualités. Puis j'espère que surtout elles vont prendre confiance que c'est une Coupe du Monde, qu'on n'en joue pas. Il y en a certaines qui en jouent qu'une, la majorité. Il faut se lâcher, mais surtout être très sérieuse et se concentrer sur le terrain. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Amélie, dernier mot. Oui, normalement, ça devrait aller. On devrait finir première de poule, rencontrer les Irlandaises en quart et retrouver les Anglaises en demi. Mais à nous de faire en sorte que le chemin se fasse le plus facilement possible et engranger un max de confiance pour aller le plus loin possible. On sait que le cap des demi est toujours très compliqué pour les Françaises, donc il serait enfin temps de
passer la dernière marche et nous faire amener jusqu'en finale. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour vos analyses et votre passion. Le décor est planté. Cette Coupe du Monde féminine démarre sur des chapeaux de roue et nos Bleus sont bien dans la course quand même. Défense solide, envie débordante. Il faut qu'elle nous prouve la suite maintenant. Prochain rendez-vous dimanche face au Brésil. Et là, on veut du jeu, des sourires, des essais à gogo et pourquoi pas une Marseillaise reprise à pleine voix dans le stade. Alors oui, il reste des montagnes à gravir. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais la Coupe du Monde, ça se joue aussi au mental. Autant qu'aux muscles et nos Bleus, elles sont déjà montré qu'elles avaient du cœur, la solidarité, la rage à gagner. Bref, accrochez vos ceintures, cette Coupe du Monde va nous faire vibrer et nous on est derrière elle à 200%. Allez les Bleus. C'était Et si on parlait de sport, chronique spéciale Coupe du Monde féminine. À la semaine prochaine pour suivre cette formidable aventure. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Thierry Corbarieux. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, Thierry Corbarieux, aventurier de l'extrême, entrepreneur, conférencier exceptionnel. Thierry Corbarieux est aussi trailer reconnu dans le monde entier pour avoir repoussé les limites du corps et de l'esprit. Après avoir conquis les terres polaires, il vient de boucler un tour du monde extraordinaire avec son fils Yann, que l'on salue. Un défi sportif et solidaire mené au profit de l'association KO La Muco, qui lutte contre la mucoviscidose. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Alors merci d'abord d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. On va prendre quelques temps ensemble pour que tu nous racontes un peu qui est Thierry Corbarieux et d'abord quelques mots sur ce que tu te représentes toi. Est-ce que tu es sportif, aventurier, entrepreneur ou en gros un mélange de tout ça? Ah, effectivement, c'est un mélange de tout ça parce qu'il y a la vie sportive, il y a la vraie vie, la vie professionnelle, je dirais, la vie familiale qui est important et il faut pas avoir de déséquilibre entre ces trois activités et c'est très important. C'est ce que j'ai fait attention, même si j'étais un peu extrémiste à un certain moment dans certains domaines. J'ai fait attention quand même de tout allier. Alors sportivement, puisque c'est l'actualité de maintenant. Effectivement, je suis sportif, je suis ultra trailer, comme j'ai tendance à dire, sur des formats XXL. Plus c'est long, plus j'adore. Donc c'est vrai que c'est ma particularité. Et aussi entrepreneur, parce que là aussi c'est comme ça que j'ai démarré à 20 ans. J'ai créé mon entreprise dans le domaine de l'électricité et la climatisation. Et en fait cette expérience m'a permis de pouvoir utiliser les recettes justement que j'avais en tant qu'entrepreneur pour pouvoir les mettre au profit de ma passion du sport, ma passion des grands espaces, ma passion de repousser en fait les limites. Et souvent quand on est chef d'entreprise, on doit souvent se mettre dans ces conditions-là et c'est ce qui m'a permis aussi d'être performant dans tout ce que j'ai fait. Justement, avant l'ultra et les défis extrêmes, quel est ton parcours, tes premières passions sportives et ce qui t'a amené finalement vers cette aventure? Alors tout d'abord, effectivement, j'étais très très loin des sports d'endurance parce que moi je pratiquais le rugby. Alors le rugby à 13 et le rugby à 15, j'ai joué à ces deux disciplines et donc là c'était plutôt un sport d'équipe, même si pour moi je dis que la course à pied c'est un sport individuel mais aussi c'est un sport d'équipe parce qu'on a besoin des autres pour être performant personnellement. Mais j'ai commencé par le rugby, donc très très jeune, à l'âge de 6 ans déjà, mon père était entraîneur sur la région Haute-d'Haute-Rive et donc j'allais le voir et puis je me suis entraîné très rapidement, donc ça a été ma vraie passion pendant très longtemps, jusqu'en cadet, junior, même un petit peu un senior mais très peu. Ça a été mon sport de prédilection je dirais. Mais autour de ça, par moment, l'été, je me faisais un petit trip avec les copains de faire à l'âge de 15 ans déjà une centaine de kilomètres sur 3 jours. Où là, je déterminais, j'ai une maison dans l'Ariège, dans le Vic de Sceaux et je suis d'Haute-Rive, donc il y avait à peu près une centaine de kilomètres. Et je m'étais préparé pendant quelques mois, à l'âge déjà de 15 ans. Il y avait des copains, on a fait ça en 3 jours. De faire ce périple à pied avec un vélo en assistance. Donc déjà, j'avais quand même quelques prédispositions ou surtout l'envie de découvrir un autre sport que le rugby. Mais l'origine quand même, c'est ce sport de combat qui est le rugby et qui est un sport aussi d'abnégation parce que il faut avoir envie d'aller se confronter aux gens chaque week-end. Voilà, donc j'ai commencé par le rugby et puis ensuite j'ai fait d'autres sports, j'ai fait un peu de foot, mais vraiment le plus important pour moi c'était le rugby. On dit souvent que dans ce type de défi, l'histoire personnelle joue un rôle clé. Qu'est-ce qui dans ton vécu t'a forgé ce caractère en fait capable d'aller chercher l'extrême? Alors je pense que le déclenchement est dû aussi
aux besoins que j'avais au bout de quelques années d'entrepreneuriat, je dirais, parce que je me suis installé très jeune, à 20 ans, j'avais besoin, je faisais plus de sport, et j'ai eu besoin quand même de revenir au sport, à ce dépassement, mais surtout à bouger autrement que par ma vie d'entrepreneur qui était exigeante et qui prenait tout mon temps. Donc c'est ça qui a fait aussi que je suis venu à la course à pied, et ensuite je l'ai développé au fur et à mesure du temps, parce que j'ai compris que ça allait m'aider aussi dans ma vie professionnelle, parce que c'était aussi ne plus penser tous les jours, être focus sur mes objectifs professionnels, d'avoir mes objectifs sportifs me permettait de m'évader quelque part et d'être plus performant professionnellement, parce que quand on pense qu'à une seule chose, on est moins performant, on a une moins grande ouverture d'esprit, et ça c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire ça. Alors, on va passer à la partie ultra extrême, parce qu'il y a des choses impressionnantes. Tu as remporté 2 courses mythiques. Je vais la prononcer, j'espère bien. La Yukon Arctic Ultra au Canada, c'est-à-dire 700 km, si je me suis pas trompé. Non, et l'autre, l'Iditarod, 1000 km en Alaska, 1500 km exactement, c'est ça? Alors Laurent, là tu t'es trompé, c'est 1000 miles. 1000 miles. 1000 miles, c'est voilà. 1600 km, donc il manquait 600 km. Oui, non, mais on n'est pas 600 km près, d'accord. Tu fais bien de corriger. Non, voilà, mais tout à fait. Non, mais c'est pas mal quand même. C'est la faute de nos Anglais. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, le Yukon Arctic Ultra en 2019, pour moi, c'est une grande découverte. Après une course un peu exceptionnelle à la Spine Race en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à Manchester. Je rencontre un journaliste que j'avais déjà vu plusieurs fois. Il me dit Thierry, maintenant que tu as fait la Spine Race, qui était 430 km dans le nord de l'Angleterre, comme je le disais, il me dit t'es prêt pour faire des courses polaires, t'es prêt pour le Yukon. Et moi, je l'avais déjà vu, bien sûr, ça faisait un moment que je la suivais, cette course. J'ai dit, mais tu es fou, je suis pas capable de faire ce genre de choses. C'est impossible. Mais bon, il en fallait pas plus pour déclencher un peu de curiosité. Et quand je suis rentré, bien sûr, je me suis remis sur ce site du Yukon que je connaissais. Et puis, je prends la décision de le faire, mais je prends la décision 2 ans avant. C'est-à-dire que je fais pas les choses à moitié. Je me dis, j'ai 2 ans de préparation. Il faut que je fasse une course intermédiaire pour voir si j'ai les capacités d'aller en milieu polaire. Et je décide de m'inscrire sur le 130 km à Rovaniemi, le pays du Père Noël, mais pas que. Il faisait très froid, c'est en Finlande, et là je prends toute l'expérience possible pour pouvoir me préparer avec beaucoup d'applications sur le Yukon Arctic Ultra. Et quand je la fais avec beaucoup d'humilité. Je suis même pas certain de pouvoir la terminer, puisque il y a un taux d'abandon phénoménal, hein. C'est même pas un tiers qui arrive en général au bout de l'épreuve. Cette année-là, il faisait très très froid, on démarre à moins 38. J'avais jamais vécu ça de ma vie, même à l'entraînement. Pour trouver moins 38, c'est très difficile. Donc je démarre, je suis pétrifié de froid, j'arrive pas à sortir de la salle de départ. Je me dis, mais comment je vais faire pour tenir autant de temps, 700 km? Et je me trouve très très rapidement aux avant-postes. Je veux dire, on démarre à 10h, à 17h déjà, je suis devant, et je suis le premier surpris, parce que déjà moi j'y allais pour terminer, j'avais pas planifié de me trouver aux avant-postes, et voilà, donc je me dis, mais bon, t'affole pas, c'est quand même très long. Effectivement, je mettrai 9 jours pour arriver au bout de cette première expérience, cette deuxième dans le milieu polaire, mais très longue distance, première expérience, et je finis avec 17 heures d'avance sur le deuxième. C'est incroyable, j'en reviens pas, et je me rends compte qu'elle est très peu connue en France, cette course, mais elle est connue dans le monde, parce que je reçois des messages dans toutes les langues. Et c'est phénoménal, parce que moi, je suis le coureur qui a gagné quelques courses, mais qui est pas forcément connu. Et là, tout de suite, je prends une autre dimension par rapport à cet événement. Et je me dis, mais t'es capable de faire des choses, mais vraiment incroyables, par moins 40, moins 42. C'est ça la question quand même. Qu'est-ce qui fait la différence quand tout peut basculer en quelques minutes? Est-ce que c'est le mental, la préparation physique, ou l'expérience? Quand tu te dis que moins 40, c'est fou, quoi. Je dirais maintenant, avec le recul, c'est l'expérience. Et là, pourtant, j'en avais pas. Et c'est l'expérience qui va faire qu'on est capable de se dire, là, je continue, ou là, je prends la décision ou d'arrêter, ou de me mettre en sécurité. Et puis en fin de compte, non, c'est pas que ça. Il y a la préparation, mais surtout la méthodologie. Je pense que ça, c'est le plus important, et c'est certainement ce qui me caractérise, peut-être aussi par mon parcours professionnel, parce que quand on est chef d'entreprise, on a besoin d'être très organisé. Mais je pense que j'utilise les mêmes recettes que j'utilisais en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire la méthodologie, la rigueur, l'écoute des autres, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, je le répète, mais j'ai besoin de me renseigner.
j'écris à tous les coureurs dans le monde entier, les coureurs qui correspondaient à mes ambitions. Je leur écris, je fais un tableau Excel en leur mettant les mêmes questions à chacun. J'en sélectionne une dizaine et je leur dis voilà, si vous deviez dormir, dormiriez dans une tente ou dans un bivy-bag, vous dormiriez dans un duvet de telle fonction, vous utiliserez quel type de chaussures. Et ça, ils m'ont tous fait une réponse. Enfin, la plupart m'ont fait une réponse, mais j'ai fait ma propre réflexion par rapport à toutes les réponses que j'ai eues et j'ai pris mes propres décisions. Ça, c'est important parce que c'est nous qui allons nous trouver. Et puis chacun est différent physiquement. Oui. Alors donc c'était beaucoup de réflexion et après je prends mes décisions. Et ça, c'est de la rigueur parce que on n'arrive pas à moins 40 en se disant je vais faire la course. Oui, je vais voir comment ça se passe. Non, là on joue notre vie, donc il faut pas rigoler. Il faut faire très attention et sur la partie vestimentaire, la partie alimentation, la partie sommeil, comment boire, parce que l'eau gèle bien sûr, ces températures. Donc tout ça, c'est pour ça que je suis surpris de me trouver devant parce que j'avais pas l'expérience. Donc pour revenir à la question, oui, l'expérience c'était important, mais j'en avais pas. Mais je m'étais suffisamment renseigné pour profiter de l'expérience des autres et être performant. Et ensuite, c'est bien sûr la préparation physique qui fait aussi que on est performant et on est apte à s'écouter si justement on est bien dans son corps et qu'on arrive à faire les choses comme il faut. Alors comme t'étais bien préparé, t'as eu une idée folle qui t'est venue. En même temps, j'imagine qu'en faisant cette course, tu as dû réfléchir et tu t'es lancé avec ton fils dans un pari un peu fou, ce tour de monde à pied, à vélo et à la rame sans assistance. Comment ça t'est venu cette idée ? Après 20 ans de dossard, je dirais, il était temps pour moi peut-être de faire une aventure qui me ressemble, qui me plaise et qui m'anime, dont je pensais depuis longtemps et sans pression du résultat. C'était le cas. Mais toujours avec l'état d'esprit qui m'anime depuis toujours, c'est-à-dire aller le plus vite possible. Et ça, c'était important puisque c'était un peu l'ADN du projet. Aller vite sur le projet puisqu'il a duré que 7 mois. Hein. C'est rapide pour faire 25 000 km, que ce soit en vélo, 20 000 km, à la rame 5 000 et 215 km en course à pied. Et voilà, donc ça, c'est ce qui m'avait animé. Et puis ce projet, c'était un peu l'aboutissement pour moi. C'était le rêve d'une vie. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et oui, ça avait tout son sens. Le rêve d'une vie, comme beaucoup de monde, on aimerait faire le tour du monde. Enfin, je pense. Mais voilà, il fallait qu'il me ressemble. Et c'était ça un peu ce qui a fait l'essence même du projet. 7 mois d'aventure de l'Atlantique aux États-Unis, en passant par la Mongolie, la Chine, le Kazakhstan, l'Europe de l'Est. Quelles ont été les étapes pour toi les plus marquantes ? Bien sûr, la traversée de l'Atlantique, c'est pas anodin. On est 50 jours sans assistance au milieu de l'océan avec les problématiques de tempête, les problématiques d'orientation, d'alimentation, de mal de mer. Enfin, tout ça fait que c'est difficile. Donc ça, c'est indéniablement la grosse difficulté qu'on a eue. Et puis bon, si t'arrive quelque chose, je suis avec mon fils en plein milieu de l'océan, j'ai le poids de la responsabilité quelque part parce que je peux pas appeler pour un renseignement, enfin pour une assistance médicale par exemple, qui pourrait arriver. Là, il faut que je me débrouille moi-même. Donc je m'étais beaucoup renseigné, beaucoup étudié ces sujets-là avec des marins et puis voir avec le côté médical, avec les gens qui m'entourent sur ce domaine-là pour voir s'il m'arrivait tel et tel problème. Comment il fallait que je réagisse parce que je savais que le temps de les attendre c'était trop tard. Donc ça c'était vraiment la difficulté. Et puis bien sûr faire 140, 150 km en vélo, là aussi c'est pas une mince affaire par jour. Je dirais c'est pas si facile que ça, même si le vélo on est porté, il faut quand même pédaler. Et puis dans toutes les conditions, on peut avoir le vent de face comme le vent derrière, ça c'est bien. Mais il peut y avoir comme nous de la glace au sol, de la neige, faire très chaud. Bon, c'est les conditions classiques, mais enfin classiques, difficiles, je dirais, parce que la période était compliquée dans certains endroits de la planète. Voilà, donc c'était un peu le challenge, mais c'était ça la difficulté. Voilà, tous les jours se lever très très tôt. Recommencer le cheminement, avancer, atteindre notre objectif et repartir le lendemain en bon état, quoi. Alors on imagine qu'il y a eu des rencontres humaines, c'est important dans ce genre de choses, qui ont compté autant que les paysages que tu as rencontrés. Quelles sont celles peut-être qui t'ont le plus marqué pendant ce périple ? C'était ça que je voulais que voit Yann, c'était le côté humain, justement, les rencontres. Voir aussi qu'on a beaucoup de préjugés par rapport aux gens et il s'est aperçu tous les jours. Il n'y a pas eu un moment où il s'en est pas aperçu qu'il y avait de la bienveillance partout. Alors je dis pas, je vais pas dresser un portrait trop flatteur de l'humanité, mais quelque part si, parce que
Nous, on a fait que des belles rencontres. Les gens ont toujours été avec beaucoup de bienveillance, toujours à nous aider. Quand on racontait notre parcours père et fils, là de suite ils ouvraient les yeux, ils étaient très attentifs, ça leur parlait, ils s'imaginaient, même eux, ils se reportaient à notre histoire, par rapport à eux, leur vécu, et on a eu que de belles rencontres. Sincèrement, l'humain, il était au cœur du projet. Justement, c'était une première aussi avec ton fils. Donc un pari, comme tu dis, il fallait veiller sur le fils, peut-être que le fils sur le père aussi. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments de complicité, des moments tendus? C'est pas forcément facile, parce qu'il fallait qu'il suive le fiston ou il était devant. C'est comme dans la vraie vie, hein. Il y a des moments difficiles, des moments de joie, des moments de pleurs, c'est la vie exacerbée, je dirais, parce qu'il y a un effort très important et donc des fois on est dans des caractères différents avec Yann et des fois effectivement il fallait qu'on se dise les choses, mais je dirais dans un premier temps, contrairement à ce qu'on peut croire, j'avais beau avoir l'expérience, c'est moi qui ai dû me remettre en question parce que je voulais tellement amener mon expérience puisque tout le monde me répétait ça et puis en même temps moi aussi je me le répétais, je pensais que c'était un atout fort. Mais j'avais pas compris que le projet, on était à deux, il fallait le vivre à deux et surtout travailler à deux sur ce projet-là et notamment dans la prise des décisions. Donc je donne un exemple tout bête, mais j'ai travaillé 2 ans à la navigation du bateau, mais c'est Yann qui l'a fait. Il avait les prédispositions beaucoup plus évidentes que moi. Donc c'est lui qui a fait toute l'orientation et qui a été vraiment très bien faite tout le long puisqu'on s'est très peu égaré par rapport au parcours, je dirais, idéal. Et ça, c'était aussi une vraie remise en question de ma part. Mais il a fallu qu'il le dise 2 ou 3 fois pour que je l'entende. C'est quand je l'ai entendu, quand je l'ai compris, que la relation elle a changé entre nous. Oui, on était égal. Il fallait qu'on prenne les choses à deux, à cœur, et qu'on communique entre nous. Alors des fois, c'était dans la difficulté. Des fois, on se disait des mots un peu plus forts que la veille. Mais ça aussi, c'est pas très grave. C'était juste que on n'était peut-être pas. C'était peut-être pas le moment d'entendre certaines choses qu'il me disait ou que moi je lui disais. Il y avait une réflexion, mais au final, ce qu'il en ressort, c'est une grande complicité entre nous deux, des moments sensibilité énorme que je pense tous les jours. D'ailleurs, lui aussi, puisqu'on en reparle quand même. Et j'avais un peu peur de cette coupure justement après le projet, qu'il veuille plus, qu'il ait besoin de sevrage avec son père. Non, c'est pas le cas. Au contraire, il m'appelle régulièrement et ça me fait plaisir parce que on continue. Pour moi, ça aurait été difficile d'avoir une cassure. J'avais besoin d'une progression, bien sûr, qui va reprendre sa vie, son quotidien et que au fur et à mesure du temps, ça va être linéaire dans sa façon d'avancer lui-même dans sa vie. Mais par contre, j'avais besoin que ça soit progressif, quoi, plutôt. Et voilà, il m'appelle régulièrement, j'apprécie ses appels. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là, on va pas y arriver? Il n'y a jamais un moment où on a dit on va pas y arriver. Il y a juste un moment où je me suis dit, j'ai peut-être poussé un peu loin le bouchon, notamment aux États-Unis. Il avait eu un accident de voiture. Là, encore, ça allait, mais même pas 10 jours après, il glisse sur une grosse plaque de verglas que j'avais pas vue. Moi, je glisse, mais je me retiens. Lui, il glisse, il tombe sur le dos, il peut plus bouger. J'ai peur d'abord, dans un premier temps, qu'il se fasse plus mal que ce qu'il n'a eu. Et là, j'ai dit, mais là, l'accident, ça fait trop. Est-ce que faire la traversée des États-Unis en plein hiver, même si je savais que c'était engagé, en plus on était tombé sur une période de grand froid, même si c'est pas exceptionnel aux États-Unis, on y arrive de plus en plus avec le dérèglement climatique. Mais là, je me suis remis en question. Je me suis dit, j'ai peut-être été un peu trop loin dans l'engagement. Bon, après, l'action fait que je suis reparti et que je me suis remobilisé, puis on en a discuté ensemble et on a continué. Donc, mais là, je me suis quand même posé des questions, effectivement. Vous avez été un peu plus loin parce que ça, c'est l'espoir sportif avec ce travail fait ensemble. Mais vous avez aussi une dimension solidaire de récolter des fonds pour une association, KO la Muco. Pourquoi tu as choisi ce combat pour la mucoviscidose? Déjà, j'en suis le parrain, donc ça avait du sens pour moi en tant que parrain de faire des choses. Parrain, avoir juste un prête-nom, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, d'abord, j'ai pas cette prétention d'être assez connu pour amener du monde. J'aime ça, j'aime aider par les actes. Et là, cette cagnotte, même si elle est pas à la hauteur de mes espérances, toujours, au moins, elle a été faite. Donc, au moins, je remercie tous les donneurs qui ont. Elle reste ouverte quand même encore? Elle est pas ouverte, mais on peut quand même aller sur KO la Muco pour donner pour cette association en fait qui lutte toute l'année avec leurs bénévoles pour que les malades atteints de mucoviscidose puissent vivre leur rêve. Donc, ils ont un rêve et eux, ils essayent de tout faire pour le réaliser. Et c'est ça qui m'a plu parce que nous on vivait avec Yann mon rêve au départ et notre rêve au fur et à mesure de l'avancée. Et donc pour moi ça avait du sens dans la mesure où
moi j'avais la chance de vivre mon rêve et je me disais peut-être par notre aide, justement par notre cagnotte, on pourrait aider les malades atteints de mucoviscidose, quand même qui est une maladie terrible où on n'a pas encore trouvé la solution, même s'il y a des améliorations et que les gens vivent beaucoup plus longtemps, mais le temps compte malgré tout pour ces gens-là, et je me disais qu'il y avait du sens à les aider à avoir un peu de bonheur dans leur vie qui est un quotidien difficile, et je continue d'ailleurs parce que j'essaie de les amener en montagne par moment. Là dans 15 jours on a une sortie montagne, je vais les voir aussi dans les hôpitaux. Bon, j'essaie de donner un peu de mon temps parce que je j'ai pas de malades autour de moi, mais c'est pas pour ça que je pense pas aux gens qui souffrent et qui ont besoin avec ma modeste contribution. Le message est passé. En tout cas, nous, on va relayer cette information-là. On ne manquera pas de le mettre sur le site et de dire qu'on peut encore, bien sûr, donner pour cette association-là. Après un défi pareil, est-ce qu'on pourrait croire que tu vas lever le pied ou que tu t'arrêtes là-dessus, ou est-ce que tu as d'autres défis à nous parler, à nous proposer? C'est une question qu'il faudrait poser à mon épouse parce que bon, elle me dit. Et c'est important, il faut la saluer. C'est vrai parce que. Faut la saluer. Elle me dit bon. On a oublié que là-dedans il y avait. Quand elle est là et qu'on me pose cette question, elle dit vous le connaissez pas à force depuis 20 ans. Il a même pas fini un projet, qu'il en a déjà 2 ou 3 dans le tiroir et ça fait partie aussi de ma vie parce que. C'est vrai que ça passe vite et je me dis toujours, c'est peut-être une quête toujours de me dire, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire? C'est ce que je me dis, est-ce que j'ai fait vraiment tout ce que j'ai envie de faire? Donc c'est pour ça que c'est pas parce que, alors je suis boulimique certainement un peu, mais c'est parce que j'ai tellement peur que ça s'arrête un jour que j'essaye de me programmer des choses qui me font plaisir, notamment. Là, j'ai fait pas mal de courses polaires, j'ai fait presque le tour, mais j'ai pas fini. Il y a encore des choses à faire et j'ai un défi. Alors, je peux pas dévoiler encore parce que j'ai pas eu encore à la maison encore, mais il est un peu fou et est-ce qu'il est réaliste? J'en sais rien, mais j'ai encore un projet personnel dans l'hiver prochain, 2026, qui va peut-être voir le jour et ça serait encore un défi extraordinaire pour moi. Mais j'ai d'autres défis, alors avec mes 2 autres enfants. J'ai mon fils cadet, on a une régate, donc ça s'appelle Race to Alaska en 2028, parce que c'est tous les 2 ans et cette année ça fera trop chaud de le faire parce que c'est une régate dans le Pacifique Nord et dans les fjords avec beaucoup de courant, alors sans moteur, à la voile ou à la rame, parce que c'est un bateau qui est mixte, rame et voile, où on est carrément dans des milieux naturels pendant entre 10 et 30 jours, ça dépend. Et enfin 30 jours c'est un peu long, mais je pense entre 10 et 25 jours pour faire ce défi. Et il est assez engagé physiquement et puis techniquement. Donc là je suis en train d'apprendre la voile. Et puis avec mon autre fils l'aîné, ça serait de descendre, de faire la Yukon Quest River. C'est une course de 715 km, ce que j'avais fait en tirant une luge. Cette fois-ci je vais sur la rivière Yukon et avec un canoë et je descends toute la rivière. Et lui, comme il est veto, il va être en milieu naturel, il va se rendre compte que les ours, ils sont magnifiques. J'ai envie de te demander, parce que tu as cette passion, mais quel conseil tu donnerais, toi, peut-être à celles ou ceux qui rêvent de se lancer dans un défi petit ou grand? Parce que maintenant, on va te demander ton expérience un peu à toi. On me demande mon expérience, effectivement, dans plein de domaines, notamment, effectivement, dans le polaire, parce que, pareil, j'aime pas dire ça, mais je deviens un des spécialistes du froid polaire. Et donc, j'ai toujours grand plaisir à le faire dès que je peux. Donc, moi, je dirais, alors, ça dépend dans quel domaine. Si on est dans un domaine, je dirais compétitif, voilà, je peux aider. Il suffit d'avoir les questions. Ça dépendra si c'est du désert, de la montagne ou du grand froid. Après, moi, d'aventure, moi, j'aime bien qu'on me pose des questions d'aventure quand c'est des papas comme sur le parcours qui me disent je rêve de faire la même chose que toi avec mon fils, j'ai que 3 semaines, qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, j'adore parce que c'est vrai que là, on a fait un parcours où on a pu voir des choses tellement belles, même si c'est difficile de donner une sélection, mais je leur dis, voilà, essaye de faire ceci, cela pendant 3 semaines. J'essaie de donner un peu de mon temps pour expliquer. Mais j'ai tendance aussi à dire pour toutes les écoles qui me suivent, aux papas, mais surtout aux enfants, pour qu'ils motivent leurs parents. Vous pouvez faire à tout niveau une très belle aventure, même autour de la maison, longer le bord du canal, aller dans les Hautes-Pyrénées, passer 2 jours sous une tente, se déconnecter, prendre un réchaud, se parler sous la tente, se coucher à 8h30 parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça, c'est des moments extraordinaires. Je l'ai fait encore ce week-end avec mon épouse. Pour moi, c'est ce que j'apprécie le plus. Si tu devais résumer en une phrase l'esprit de cette aventure autour du monde avec ton fils, ce que vous avez vécu et ce que tu veux partager, ce serait quoi? Une phrase, pour moi, c'est difficile, je parle trop. Mais, on voit bien. Mais
Une phrase, c'est partage, bonheur et transmission. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir et je pense que la passion est passée à travers ce micro. Merci Thierry pour ce témoignage inspirant, à la fois sportif, humain et solidaire. Tu nous rappelles que l'aventure n'est pas qu'une question de performance, mais aussi de partage et de sens, et tu nous l'as bien prouvé. On rappelle que ce tour de monde était mené au profit de l'association KO La Muco, qui lutte contre la mucoviscidose. Vous pouvez retrouver toutes les infos et continuer à soutenir cette belle cause via la cagnotte en ligne, mais qui est peut-être ouverte ou directement sur le site, comme tu viens de nous le dire. Oui, c'est ça. Mais merci de me donner la parole pour partager ma passion. Merci Thierry, bravo encore pour ce défi incroyable. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités, Claire, Laurent, Mélanie et Sabine. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de notre aventure radiophonique. Plus de 100 émissions, plus de 400 invités, près de 200 disciplines évoquées. Et toujours cette même envie, donner la parole à ceux qui font le sport. À tous les niveaux, sur tous les terrains. Mais si l'émission continue d'évoluer, c'est aussi grâce à une nouvelle étape importante, la création de l'association Et si on parlait de sport, qui est née au printemps 2025. Pourquoi cette association? À quoi sert-elle? Quel projet pour demain? Quel rôle pour ses membres? Aujourd'hui, ce sont les voix fondatrices de cette belle aventure, Claire, Laurent, Mélanie et Sabine, qui prennent le micro pour vous raconter l'envers du décor, les ambitions à venir et les multiples façons de rejoindre cette communauté passionnée. Installez-vous confortablement. Et si pour une fois, on parlait aussi un peu de nous. Bonjour à tous, l'association Et si on parlait de sport a vu le jour en mai 2025 pour soutenir l'émission du même nom. Claire Sévrac, en tant que présidente, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité créer cette association ? Bonjour à tous. La création de cette association est un peu comme si l'émission elle-même nous avait soufflé cette idée. Après plus de 100 émissions, 400 invités et près de 200 disciplines abordées, il nous est apparu évident qu'on devait passer un cap. Donc c'est celui de la pérennisation de cette émission. Et la création d'une association nous a semblé évident. Ce qu'on construit ici, c'est bien plus qu'une émission, c'est un espace avant tout de parole. Chacun des champions aux bénévoles, des éducateurs aux jeunes espoirs, peut partager, témoigner des valeurs du sport et comment le sport peut transformer des vies. Nous sommes devenus à notre manière des témoins du sport. Ce qu'il dit de notre société, ce qu'il transmet, notamment l'engagement, le respect, l'inclusion, le dépassement de soi et la solidarité. Le sport pour nous est un formidable vecteur de lien social, un moteur d'émancipation et un levier essentiel pour construire une société plus solidaire, plus inclusive et plus active pour une meilleure santé. On voit aujourd'hui l'essor du sport santé et tous les programmes qui sont mis en place dans nos fédérations et dans nos clubs. Donc voilà, mais pour continuer à faire vivre cette parole libre et engagée, pour l'ouvrir à de nouveaux formats, pour aller à la rencontre du terrain, pour transmettre aussi, mais il fallait donner un cadre à cette énergie collective qui est en plein essor depuis maintenant 2 ans sur l'ensemble des émissions et des rencontres, des parcours qui ont été partagés à ce micro. Voilà, donc l'association est née de ce besoin-là, de structurer ce que nous avons fait déjà avec passion, mais aussi ouvrir de nouvelles portes.
Donc c'est important pour la suite. Elle nous permet aujourd'hui, cette association, de pouvoir professionnaliser notre fonctionnement, de porter des projets plus ambitieux et d'impliquer davantage aussi ceux qui nous suivent et nous soutiennent déjà. Voilà, donc ce que nous voulons défendre à travers cette association, c'est une autre façon de parler du sport. Un sport fait de récits, d'abord, d'émotions, de valeurs partagées. Un sport qui rassemble, qui éduque et qui répare parfois aussi. Donc pour porter cette parole dans le monde aujourd'hui, nous avons choisi une forme de communication numérique, dynamique, vivante et accessible à travers cette émission en format podcast radio numérique. Donc pensée pour et avec les acteurs du sport. C'est une manière moderne de valoriser les initiatives, de mettre en lumière les parcours et de renforcer la visibilité de ceux qui font vivre le sport au quotidien. Voilà, c'est de cette conviction-là, cette conviction qui nous guide et c'est elle que nous avons envie de partager avec tous ceux qui, comme nous, souhaitent au-delà des scores ou d'une performance sportive, raconter les coulisses, les exploits et les défis qui façonnent leur parcours sportif. Laurent Garnier, vous êtes le vice-président et aussi l'une des voix de l'émission. Quel rôle joue l'association dans la dynamique de l'émission d'aujourd'hui ? Je crois qu'elle est la bienvenue quand on regarde un peu le passif de cette émission qui est partie sur un coup de tête à l'aube des Jeux Olympiques de 2024. On a lancé cette idée en partant d'une page blanche et on s'est dit on va faire quelque chose pour ces Jeux et puis on va parler de sport mais un petit peu différemment. Et on est parti comme ça sans savoir vraiment où ça allait nous amener. Et puis bon an mal an, on a continué à progresser. Alors on parle pas de stars forcément, mais on va chercher à faire parler l'ensemble du monde sportif. C'est un peu la passion, l'ADN de cette émission. Et on s'est aperçu finalement que ça a pris et que ça nous a permis d'atteindre ce que disait tout à l'heure la présidente, plus de 100 et quelques émissions. Et donc là aujourd'hui, on était arrivé dans une réflexion qui est de dire ça fonctionne, c'est une émission toutes les semaines, mais comment faire pour pouvoir continuer. Et puis voilà, on s'est réunis avec un certain nombre de personnes et puis on s'est dit si on lançait une association. Et c'est là que cette association vient pour structurer, pour apporter un peu du poids, pour nous aider aussi à élargir le champ de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette association? L'ensemble des personnes qui sont passées au micro nous ont envoyé un peu ce message à chaque fois en nous disant mais c'est génial ce que vous faites, c'est intéressant, on peut s'exprimer. C'est ça l'idée, c'est pas une émission pour nous mais c'est une émission pour le sport, pour le travail qui est fait, tous ces gens qui permettent un jour peut-être à certains d'arriver tout là-haut au niveau des Jeux Olympiques, mais pas que, ceux aussi qui se reconstruisent à travers le sport. Et je crois que c'était intéressant de pouvoir donner la parole véritablement, c'est ça. Et on avait vraiment besoin d'une structure, je pense que c'est important. Cette structure elle est libre, elle a une liberté éditoriale, on est ouvert à un certain nombre de choses avec une ADN bien précise, positiver le travail qui est fait sur le terrain, en quoi le sport permet aux gens de se construire et d'avancer. C'est ça l'idée. Alors, bien sûr, on va pas rester utopique, on a aussi besoin de construire quelque chose de sérieux. On en parlera probablement tout à l'heure avec notre responsable économique qui nous expliquera aussi l'importance d'asseoir le travail qui est fait sur une base solide financière et économique. Mais on veut garder cette liberté qui est précieuse pour nous d'exprimer, de nous exprimer et surtout de vous permettre de vous exprimer librement et nous raconter votre vie, votre histoire. Voilà, c'est une formidable opportunité pour développer aussi de nouveaux formats. Des idées, on en a plein. Maintenant, il faut arriver à les construire. On réfléchit actuellement à des émissions spéciales en lien avec l'actualité sportive, des enregistrements publics, des séries thématiques et peut-être aussi offrir à des jeunes qui ont envie de se mettre dans ce métier de journalisme, de venir découvrir à travers la réalité du terrain comment on peut mettre en avant ce travail du sport. Donc accueillir, nous aussi, c'est un peu la vocation des étudiants de journalisme sportif ou des jeunes passionnés qui souhaitent faire du micro. On est prêt à les accueillir, à travailler avec eux, à leur montrer ce que c'est, qui viennent voir un peu comment on peut travailler sur le terrain, apprendre et peut-être nous apporter aussi leur savoir, leur passion. Puis aussi une émission qui n'a pas peur d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de tous ces gens-là. Et ça, c'est aussi quelque chose d'une belle rencontre à faire et on s'en aperçoit chaque émission, chaque semaine. Je pense que c'est en allant à la rencontre de ceux qui font le sport au quotidien que notre démarche prend tout son sens. Mélanie, en tant que secrétaire, vous êtes en quelque sorte la garante du bon fonctionnement interne. À quoi ressemble le quotidien administratif d'une telle association ? Bonjour. Derrière chaque projet qui fonctionne, il y a une organisation solide. Une émission hebdomadaire, ça demande une rigueur constante. Gérer les plannings d'enregistrement, assurer le lien avec les invités, suivre les publications sur les plateformes, garder une trace de chaque émission, faire vivre le site et les réseaux, c'est tout un écosystème à orchestrer. Et c'est justement là que l'association joue un rôle structurant.
Ce qui nous motive, c'est de créer une vraie communauté autour de l'émission. On aimerait aller plus loin que le simple statut d'auditeur ou de spectateur. L'idée serait de former un club de l'émission, un cercle de passionnés de sport, amateurs, bénévoles, anciens athlètes, éducateurs, journalistes en herbe, qui partagent les mêmes valeurs que nous, à savoir le respect, la transmission, l'ouverture, la passion du sport sous toutes ses formes. Ce club pourrait être un espace d'échange, de contribution, de co-construction même. Les membres pourraient proposer des sujets, participer à des rencontres, accéder à des contenus exclusifs ou encore assister à des enregistrements comme aujourd'hui. On imagine aussi des événements réservés à ce club, des soirées débats, des sorties sportives, des visites de lieux emblématiques. C'est une manière de donner une dimension participative et collective à notre projet. On ne peut pas simplement parler de sport, on veut en faire un vecteur de lien social, un prétexte pour rassembler. Alors oui, mon rôle de secrétaire est très opérationnel, mais ce que je trouve le plus excitant, c'est de voir comment une organisation bien huilée peut devenir le moteur d'un projet vivant, humain et fédérateur. Et ce club de l'émission, on en est convaincu, peut être une belle aventure dans l'aventure. Alors Sabine Degène, en tant que trésorière, l'économe finalement de l'association, quel est le défi financier principal pour cette jeune association comme la vôtre ? Pour une jeune association comme la nôtre, et si on parlait de sport, c'est un projet tout d'abord qui doit être dans le temps, sur le long terme, une aventure humaine. Et pour cela, il faut pouvoir se développer, se structurer. Et on a besoin de modèles économiques, forcément, pour solidifier et avoir une transparence. C'est important pour vous, pour nos supporters, pour notre équipe. Et depuis le début, notre équipe fonctionne sur la passion, le bénévolat et l'envie de donner la parole à ceux qui font le sport. Pour aller plus loin, produire davantage de contenu, améliorer la qualité technique de nos émissions, organiser des événements, créer des formats pédagogiques, il faut des ressources et donc des soutiens. C'est pour cela que nous allons prochainement lancer une campagne d'adhésion au club des supporters de l'émission. L'idée, proposer aux auditeurs, aux passionnés de sport, aux clubs, aux éducateurs, à toutes celles et ceux qui croient en notre projet, de nous rejoindre sous la forme d'une adhésion annuelle symbolique ou solidaire. En échange, ils auront accès à des contenus exclusifs, seront invités à des événements et surtout participeront concrètement à la vie, à l'indépendance de l'émission. Nous allons également prospecter activement, identifier d'autres sources de financement, comme par exemple étudier des appels de projets et de subventions dans le champ du sport, de l'audiovisuel, de l'éducation populaire ou de culture, voir les financements participatifs pour soutenir des séries spéciales ou des projets de terrain. Et puis se renseigner sur des aides locales, des collectivités ou des structures qui partagent nos valeurs et qui pourraient soutenir notre association. Donc on fait appel à ces collectivités qui nous écoutent et suivront nos émissions et notre projet. Et puis bien sûr, il y a des partenariats. Nous souhaitons nouer des partenariats durables avec des entreprises, des institutions sportives, la Ligue, la Fédération, les clubs, mais aussi avec des structures privées. Médias, plateformes, marques responsables, qui partagent notre volonté de valoriser le sport comme vecteur d'histoire humaine, d'éducation et de cohésion sociale. Ces partenaires pourront, selon les cas, nous accompagner financièrement, matériellement, exemple matériel audio, hébergement web, des impressions, ou nous aider à donner la visibilité à l'émission et à l'association, ce qui est très important. Mon rôle, en tant que trésorière, est de garantir une gestion rigoureuse et transparente de ces moyens au service d'un projet à la fois ambitieux et profondément humain. C'est important et on ne cesse de le dire. Notre projet est un projet humain. Nous parlons bien sûr de la trésorerie, bien sûr des finances parce qu'on a besoin pour avancer et pour faire grandir notre émission, mais tout d'abord, notre projet, il est humain. Comme on aime le rappeler, la passion seule ne suffit pas à faire vivre un média, mais bien gérée, elle peut déplacer des montagnes. Alors justement, que pourrait offrir l'association à ses membres ou à ses supporters ? Effectivement, devenir membre de l'association, ce n'est pas juste une cotisation de plus ou faire un don symbolique, c'est avant tout rejoindre l'aventure éditoriale, humaine et collective qui place le sport au cœur de ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire les témoignages, les émotions et la transmission de valeurs. Mais c'est ce qui est essentiel pour nous, c'est de faire aussi vivre cet engagement concrètement. Par exemple, certains de nos membres auront peut-être envie de proposer des sujets, de faire remonter des histoires locales ou d'ouvrir les portes de leur club
ou même d'animer un débat sur les valeurs sportives dans leur quartier ou leur ville. Donc peut-être d'autres seront simplement heureux de venir à un enregistrement ou d'assister à une rencontre avec un invité ou de recevoir en avant-première nos prochaines émissions peut-être. Voilà, donc et c'est très bien ainsi, chacun son rythme, chacun sa contribution à ce projet et c'est parfait. Voilà, nous ce que nous voulons créer avant tout, c'est un espace de confiance, d'écoute et d'échange autour du sport. Voilà, pas uniquement à travers un micro, mais aussi dans la vraie vie. Donc il y aura des rencontres, des soirées à thème, des ateliers, des invitations à des événements culturels ou sportifs, et pourquoi pas à terme des projets communs sur le terrain, une mini tournée en région, une journée Parlons Sport dans une école ou un club, avec un podcast donc monté avec les jeunes d'un quartier. Voilà. Vous avez tous évoqué des projets. Quels sont ceux que vous aimeriez concrétiser dans les mois ou les années à venir ? L'idée, c'est de proposer aux membres des formats exclusifs qui prolongent l'émission sous d'autres formes, avec d'autres voix. Nous réfléchissons à plusieurs types de contenus qui seraient réservés à notre communauté. Alors, des idées, il y en a plein, entre autres des chroniques spéciales sur les grands événements sportifs, passés ou actuels. Donc, ça peut être pas seulement une activité, mais on peut revenir sur l'histoire des grands événements. Entre autres, une idée qui nous est venue, comment était l'ambiance de la Coupe du Monde en 98, qui était la première Coupe du Monde, vue de l'intérieur. Ça peut être intéressant d'avoir des témoignages. Comment un petit club a vécu sa première montée en Ligue nationale. On peut aussi mêler les récits historiques, témoignages de terrain et analyses culturelles. Des formats comme dans les coulisses qui plongeraient les auditeurs dans l'envers du décor, les bénévoles de l'ombre, les préparateurs physiques, les familles de champions, les journalistes au bord du terrain, bref, tous ceux que l'on voit pas mais qui font vivre le sport au quotidien. Créer de courts formats audio autour d'objets sportifs emblématiques, un maillot, un sifflet, une paire de baskets et des histoires qu'ils racontent. Un format original et intimiste qui pourrait parler autant aux jeunes qu'aux plus nostalgiques. Il y a aussi l'envie de développer une partie éducative, intervention dans les collèges ou lycées, ateliers radio, journées de sensibilisation aux valeurs du sport. Des débats ou des tables rondes en petits comités, accessibles en ligne ou en présentiel avec des athlètes, des entraîneurs, des éducateurs sportifs. L'objectif, c'est d'échanger en toute liberté, sans pression, sur les grandes questions du sport aujourd'hui. L'inclusion, l'accès au sport pour tous, la reconversion des athlètes. Et pourquoi pas un podcast spécial Mémoire du sport, en lien avec des historiens, des anciens champions ou des passionnés qui conservent des anecdotes incroyables. Et puis il y a les événements, expositions, projections, rencontres avec des champions. On a beaucoup d'idées, beaucoup trop, et l'association peut vraiment être un levier pédagogique. Pour ma part, le but est d'atteindre une stabilité financière, de pouvoir toucher un maximum de supporters pour notre club, notre association, ici on parlait de sport. Pour que l'énergie que l'on met tous les jours puisse se transformer en une belle et longue aventure. Et tout cela ne peut exister qu'avec le soutien de notre communauté. Je parle pour tous. Nous avons besoin de vous pour que cette aventure soit une belle aventure et une longue aventure humaine pour le sport, avec le sport. On veut construire un véritable club vivant où chacun peut proposer une idée, relayer une initiative locale ou simplement venir écouter et partager. Le sport est un formidable prétexte pour faire une société et notre association, à son échelle, veut en être un acteur engagé. Pourquoi, selon vous, et si on parlait de sport, mérite-t-elle d'être soutenue ? Parce que l'association est une jeune association avec au départ beaucoup de besoins comme l'achat de matériel pour équiper le studio et parce que c'est une voie innovante et complémentaire aux outils de communication qui existent déjà dans le paysage médiatique sportif. C'est une voie à l'écoute des parcours qui valorise chaque histoire et qui croit profondément au pouvoir fédérateur du sport. Alors si vous aussi, vous partagez la vision que nous avons du sport, rejoignez notre team. Merci à tous les quatre de nous avoir partagé les coulisses, les envies, les idées. Aujourd'hui, nous avons pris un peu de recul, levé le micro, regardé l'aventure de l'intérieur. Cette émission, née dans l'élan des Jeux Olympiques de Paris 2024, est devenue bien plus qu'un rendez-vous hebdomadaire. C'est désormais une association, une énergie collective, un projet éditorial qui rassemble les passionnés de sport, d'histoire, de valeurs humaines. Merci à vous qui nous écoutez, nous soutenez, nous inspirez chaque semaine. Et si vous voulez aller plus loin, devenir supporter de l'émission, proposer une idée, participer à un projet ou tout simplement vivre le sport autrement avec nous, rejoignez notre association Et si on parlait de sport. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux récits, de nouvelles rencontres et toujours cette même envie de parler du sport autrement.
Pour soutenir l'association ou suivre ses activités, rendez-vous sur le site etsionparlaitdesport.fr ou sur nos réseaux sociaux. C'est la fin du match. Retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 116e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Daniel Irazu, Bernard Pujol, Thierry Corbarieux et pour une fois à toute l'équipe de l'association Et si on parlait de sport, Claire Sévrac, la présidente, Mélanie Dalle, notre secrétaire, Sabine Degène qui est notre trésorière et votre serviteur Laurent Garnier. Merci pour vos voix, vos parcours, votre passion. Merci à vous auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Chapeau à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bel Ombra et Dialogue Sport. Rendez-vous, on compte sur vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport.